Alors attention, le suspense va être levé. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vous emmène. Et j'ai mon ordinateur qui bug. Voilà, je vous emmène avec Yves Klein. Et moi, j'ai choisi de vous présenter non pas une œuvre qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire soit un bleu, donc un monochrome, soit une anthropométrie avec ses empreintes de corps de femme. Moi, je vous propose de découvrir cette photographie, puisque c'est une action artistique qu'il va réaliser en 1960, où il décide de se jeter dans le vide. Et durant mes études d'art, moi, c'est une photo qui m'a extrêmement impressionnée parce que déjà, c'est un artiste qui se met en scène. On est dans les années 60 et c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui le happening, la performance dans les années 60, c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup. Donc, c'est un artiste qui est extrêmement novateur et qui va bien au-delà du bleu qu'on va lui calquer un peu trop souvent. Et puis surtout, dans cette photo, il y a une espèce de folie, il y a cette liberté, il se jette dans le vide, qui est extrêmement impressionnante. Et surtout, on a cette position où il n'est pas en train de tomber véritablement pendant son saut, il est en pleine élévation. Donc il y a quelque chose d'assez fou, de magique, de très poétique, avec ce cycliste qui passe à côté et qui apparemment ne prête aucune attention au saut d'Yves Klein. Donc il y a un vrai décalage, ça paraît assez hors du temps. Et c'est donc une photo qui a été prise par John Kender et Harry Shunk qui sont venus avec lui en cette journée d'octobre 1960 pour effectuer cette action artistique. Alors, cette œuvre, on en parle sous le titre Le saut de l'artiste, le saut dans le vide. Mais en réalité, c'est une œuvre, c'est vraiment une photographie qui va faire trace. Ça montre déjà la manière de travailler d'Yves Klein. Il archive son travail. Il a besoin de laisser un témoignage parce qu'il est autant dans l'action de peindre avec des œuvres qui vont rester, mais il est aussi dans l'action de se mettre en scène. C'est vraiment un artiste qui va créer son mythe, c'est-à-dire que sa personne est intégralement liée à sa pratique artistique. Et puis, cette photographie, elle va nous faire rentrer au cœur de cette pratique parce qu'en réalité, je vous la présente seule, cette photo, mais elle est liée à une intervention, c'est-à-dire qu'il va participer en novembre 1960 également au Festival d'art d'avant-garde. Donc, on voit déjà, c'est un artiste qui se met en décalage par rapport à la normalité. Hein. Les avant-gardes sont là pour amener quelque chose de nouveau. Et il va intégralement créer ce journal qui s'appelle Dimanche, 27 novembre 1960, le journal d'un seul jour. Alors c'est assez amusant parce qu'on est face à un Yves Klein qui va se jouer du média journal, du média papier. Il reprend parfaitement la présentation du journal du dimanche et c'est une véritable performance parce que déjà il va préparer tout seul son journal, donc c'est-à-dire la mise en page, la typo. C'est un journal qui fait 4 pages, donc c'est plutôt un extra du journal que le journal en lui-même, et il va le distribuer aux passants. Et on pense que les passants, le dimanche matin, étant un petit peu embrumés par le sommeil, eh bien, vont l'acheter en pensant qu'ils achètent le journal du dimanche, alors qu'ils vont acheter le journal d'Yves Klein. Et lors de ce festival, la thématique qui est choisie, c'est le théâtre du vide. Donc, il va, sur ces 4 pages, présenter sa théorie du théâtre du vide, c'est-à-dire qu'il fait une épuration d'un théâtre sans décor, quasiment sans rien, mais il va aussi présenter, et c'est ce qu'on voit sur le bas de la page, la reproduction d'un monochrome, donc il se présente en tant qu'artiste, et cette photo, dont le titre est lié avec le journal, et c'est Un homme dans l'espace, le peintre de l'espace se jette dans le vide. Donc il est en lien avec ce journal, et avec la thématique du journal, mais il est aussi en lien avec sa pratique artistique. Et d'ailleurs, il y a un texte, il y a un texte qui est lié à cette photographie que je souhaite vous lire, parce que ce texte va être très important pour comprendre l'œuvre. Il dit « Le monochrome, qui est aussi champion de judo, ceinture noire 4e dan, s'entraîne régulièrement à la lévitation dynamique, avec ou sans filet, au risque de sa vie. Il prétend être en mesure d'aller rejoindre bientôt dans l'espace son œuvre préférée, une sculpture aérostatique composée de 1001 ballons bleus qui, en 1957, s'enfuit de son exposition dans le ciel de Saint-Germain-des-Prés pour ne plus jamais revenir. Libérer la sculpture du socle a longtemps été sa préoccupation,
Aujourd'hui, le peintre de l'espace doit aller effectivement dans l'espace pour peindre, mais il doit y aller sans truc ni supercherie, ni non plus en avion, ni en parachute ou en fusée. Il doit y aller par lui-même avec une force individuelle autonome. En un mot, il doit être capable de l'éviter. Et il va même rajouter sa propre intervention dans le texte en disant « Je suis le peintre de l'espace. Je ne suis pas un peintre abstrait, ni au contraire figuratif et un réaliste. Soyons honnêtes, pour peindre l'espace, je me dois de me rendre sur la place, dans cet espace même. » Alors, on comprend très vite qu'avec Yves Klein, on va rentrer dans une sorte de philosophie, un ésotérisme, un rapport au monde qui est extrêmement personnel. Mais ce texte va nous permettre de comprendre vraiment le fondement et l'essence même de son travail. Premièrement, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il est champion de judoka. Alors déjà, il va s'identifier au monochrome. Hein. Il est le monochrome et ce monochrome est champion de judoka. Donc effectivement, à l'origine, Yves Klein avait pensé faire une carrière de judoka. Il était parti se former au Japon. Donc être ceinture noire, 4e dan en France à cette époque, quand il revient certifié, c'est du jamais vu. Donc il a un niveau qui est extrêmement pointu. Mais le problème, c'est que la Fédération française de judo ne va pas reconnaître son niveau, donc l'enseignement ne lui est pas ouvert. Donc c'est une carrière qu'il va laisser de côté. Par contre, il va rédiger un ouvrage qui s'appelle Les fondements du judo, qui est un ouvrage vraiment extrêmement référent à l'époque et qu'il a encore aujourd'hui, et il analyse les katas. Donc les katas sont des positions en judo. Et ça montre qu'il va laisser ça de côté, mais c'est une philosophie qui est très forte, c'est une manière de faire, c'est une manière de voir le monde qui est propre aussi à la philosophie des judokas. Et à partir de ce moment-là, il va décider de se consacrer à la peinture. Et pour lui, la couleur doit être libérée de la prison, de la ligne. C'est-à-dire que lui, il estime que le devenir de la peinture, eh bien, c'est la couleur. Et qu'il faut libérer cette couleur qui est une énergie pure. Donc, il va décider d'exposer à un salon qui est le salon des réalités nouvelles. Et c'est un salon qui est dédié à l'art abstrait. Eh bien, préparez-vous, cette œuvre est refusée. Parce qu'un tableau qui présente simplement une seule couleur, c'est pas suffisant. C'est ce qu'on va lui répondre. Pourtant, il est issu du milieu artistique. Son père, Fred Klein, est un peintre figuratif. Sa mère, Marie Raymond, est une peintre abstraite, donc elle participe à ce salon. Mais ça montre que, exactement comme il le dit, il n'est pas un peintre abstrait puisqu'il est refusé par le milieu de l'art abstrait puisque ce qu'il fait n'est pas suffisant. Donc, il va poursuivre son aventure monochrome puisque c'est à ce moment que ça se met vraiment en place. Il va exposer dans une galerie et il expose des monochromes. Il fait une proposition monochrome. Et déjà là, il est novateur parce qu'on ne parle pas de monochrome à son époque. Les artistes qui font des œuvres d'une seule couleur vont nommer ces œuvres soit par les figures qu'on peut y retrouver, soit par la couleur qui est nommée. Mais le mot monochrome en peinture n'existe pas. Et quand il présente cette exposition, on va lui parler en débat à la fin de l'exposition de polychromie décorative. Et ça ne lui plaît pas du tout, parce il se rend compte que son œuvre n'est pas considérée comme des tableaux les uns à côté des autres avec une libération de la couleur, mais on voit ça comme un ensemble, comme un décor. Et c'est là qu'il va décider de prendre comme couleur unique pour parler de son art et vraiment montrer ce qu'il souhaite mettre en avant, c'est le bleu Klein. Alors c'est tout simplement du bleu outre-mer qu'il va travailler avec un fixatif particulier et il va en déposer le brevet qui est le IKB, c'est le International Klein Blue, et il va s'intéresser à la sensibilité et à la perception de cette couleur et de ses œuvres. C'est-à-dire qu'il n'est pas abstrait, mais au final, il n'est pas figuratif non plus, parce que ce qu'il va vouloir montrer et mettre en avant, c'est la réception de cette couleur, la vibration de cette couleur et la vibration de l'espace qui va être utilisé. Ce que souhaite Yves Klein, au final, c'est nous montrer ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est nous montrer l'invisible. Pour lui, la beauté est partout. Dès qu'il y a un artiste, il y a œuvre. Donc ça aussi, c'est une manière de penser assez particulière. Et il va tout simplement décider de passer à cette mise en espace. Et cette mise en espace, il va y réfléchir et il en fait référence dans l'article
dans ce texte, il nous parle d'une sculpture aérostatique en 57 lors d'une exposition. Il va exposer chez Iris Clair et pour l'inauguration, pour le vernissage, il y a 1001 ballons gonflés à l'hélium qui vont être lancés dans les airs. Alors la photo d'origine est en noir et blanc. Je vous ai mis une autre photo que le site Yves Klein qui protège et suit. C'est vraiment un site qui met en avant le travail d'Yves Klein et qui le protège beaucoup. On est dans la lignée d'Yves Klein, où les ballons bleus ont été colorés pour que vous puissiez vous en rendre compte un petit peu de cette couleur. Et il faut imaginer ces ballons qui sont lâchés dans l'espace. Donc on a ce lien avec l'air, ce lien avec l'espace, et ce bleu qui est véritablement sa signature. Et notamment, il le dit, il faut libérer la sculpture de son socle. Ça veut dire qu'il est, d'une certaine manière, anticonformiste. Klein, il va faire une conférence à la Sorbonne, et lors de cette conférence, il parle de sclérose des conventions. Donc, il veut vraiment casser les codes et faire autre chose. Et il va pousser ce lien avec le vide, il va pousser ce lien avec l'espace, quand l'année suivante, il fera une autre exposition dans la même galerie. Alors, il expose à plein d'endroits différents. Je vous cible vraiment des moments phares de sa carrière. Et tenez-vous bien, regardez le titre de l'exposition. La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée. En fait, c'est ça qui l'intéresse. C'est la sensibilité picturale. Il en parle dans ses discours, il en parle pour ses œuvres. Et ici, quand il va faire cette exposition qui va faire scandale et qui va faire parler d'elle, il va draper l'entrée de l'exposition avec un bleu. Il va murer, c'est ce qu'on voit sur la gauche, la vitrine pour ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur, mais quand vous entrez dans l'exposition, c'est vide. Il vous amène à voir l'espace, il vous amène à voir le vide. Et c'est vraiment toute cette théorie qu'il va travailler, qu'il va mettre en avant, et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans cette photographie du vide. C'est un lien avec le ciel, c'est un lien avec l'espace, et l'artiste est là pour montrer cet espace, pour montrer ce qu'on n'est pas capable de voir au final. Mais bien sûr, pour faire une telle photographie, ça va demander beaucoup de travail, et même s'il nous parle d'éviter la supercherie ou d'éviter les trucs, pour nous montrer ce qui n'est pas visible, il va devoir tricher d'une certaine manière. Et cette photographie, eh bien, déjà, c'est le résultat de plusieurs sauts, parce qu'il va faire plusieurs tentatives de saut. Alors, on a des sauts où véritablement on a une chute. Donc, ça ne va pas du tout plaire. On n'a pas cette impression physique d'élévation. Alors, sa compagne, qui est retraute, qui est encore vivante aujourd'hui, raconte qu'elle était terrifiée quand elle voyait Yves Klein sauter, parce que c'est une vraie performance physique. Quand on parle de body art, Yves Klein va innover ça aussi, c'est qu'il utilise son propre corps. Et il n'y a qu'un corps de sportif qui peut prendre une telle position dans une envolée aussi importante. Mais surtout, je ne sais pas vous, mais moi, cette photo, elle m'impressionne parce que je me dis, mais comment il va atterrir, Yves Klein? Là, il part sur une chute où ça risque d'être assez phénoménal. Donc, le truc, c'est qu'au final, c'est un photomontage. Vous avez deux photos qui sont superposées. Vous avez des judokas, et on voit encore ce lien avec le judo qui est très important. D'ailleurs, la rue à Fontenay-aux-Roses se trouve à côté d'un club de judo qu'il a fréquenté. Eh bien, vous avez des judokas qui vont tenir la bâche, donc c'est extrêmement physique pour Klein, mais c'est tout autant physique pour ceux qui vont devoir le rattraper. Donc, c'est une vraie performance. Et il va faire plusieurs sauts, et à côté, on va prendre la photographie de la rue vide, sans rien, et là, on va avoir Schunk qui envoie Kender, donc le deuxième photographe, qui a l'idée de l'envoyer sur sa bicyclette pour donner une sorte d'animation et créer un contraste dans la photographie. Alors, vous pourriez me dire, c'est quand même dommage, parce qu'au final, il y a toute une philosophie, toute une poésie. Yves Klein a fait partie des nouveaux réalistes, donc une manière de, comme disait Restani, qui a été un grand ami à lui et qui est un fondateur aussi de ce nouveau réalisme, c'est un recyclage poétique de la réalité. Alors, effectivement, moi, j'ai pas cassé le mythe parce qu'on le sait, mais c'est aussi parce qu'Yves Klein, à sa manière, va nous révéler cette supercherie aussi, parce qu'il existe en réalité deux versions de cette photographie. On a la version qui sera dans le journal avec le cycliste et une version qu'il va mettre et présenter dans un catalogue où il y aura la version sans le cycliste. Donc, à partir du moment où on a connaissance des deux photos, eh bien, on sait qu'il nous montre quelque chose qui n'est pas factuel, qui n'est pas
physiquement possible, mais il nous montre sa philosophie. Donc voilà, c'était vraiment cette œuvre. Alors je sais qu'avec Klein, on part dans des sphères parfois assez déconnectées de la réalité. C'était tout un personnage, mais c'était vraiment cette élévation, cette idée de voir autrement, de voir différemment que je voulais vous présenter avec cette photographie qui, moi, a marqué mes tout débuts d'études en art. Et puis pour terminer, je voudrais vous faire un petit rappel des prochains rendez-vous, des visites au fil de l'art. Donc on part sur un week-end très végétal. Donc moi je vous emmène samedi physiquement au Jardin des Plantes pour découvrir ce lieu extraordinaire. Et Mélanie prend la relève dimanche 11 pour eh bien, vous présenter cette thématique des jardins du monde. Donc on aura vraiment un samedi où on part dans les jardins et un dimanche où vous restez à la maison et puis vous pouvez découvrir des jardins à l'autre bout du monde. Donc c'est vraiment une invitation au voyage. Et je laisserai la place à Mélanie pour le prochain Soliflart qui aura lieu le mardi 13 octobre. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je reste le micro allumé si vous avez des questions. Et